suis désolé, on ne peut pas vous transmettre le PowerPoint ce matin, mais il sera transmis avec des informations supplémentaires que nous avons reçues ultérieurement. Merci beaucoup. Merci aussi de nous aider avec toutes ces choses techniques. Moi, je vous entends très bien. On a parlé de la température à Terre-Neuve. C'est comme si on vous envoyait notre mauvais temps. Ici, en Nouvelle-Écosse, ça a été décrit comme étant un beigne givré avec des petits morceaux de bonbons dessus. Donc, c'est de la glace, de la pluie verglaçante et de la neige par-dessus. Donc, bonjour à tous et à toutes, chers sénateurs et personnel et invités. Je vous remercie. Je vous souhaite la bienvenue à notre première réunion de 2022. Nos collègues, bienvenue. I'm honored to be speaking with you today from C'est un honneur pour moi de prendre la parole sur un territoire non cédé du peuple Mi'kmaq. Les sénateurs pour les changements climatiques est heureux de vous présenter des leçons tirées de la performance du Canada dans le dossier des changements climatiques avec M. DeMarco. Nous sommes aussi très heureux de pouvoir organiser ce type d'événement au cours des prochains mois. Le 23 février, nous recevrons Catherine Hejo, auteure de Saving Us, une scientifique en matière des changements climatiques. Le 30 mars, nous recevrons Mark Carney, l'envoyé spécial des Nations Unies sur le climat et les finances, et le sénateur Couchet et moi-même sommes heureux de vous informer qu'une conférence a été confirmée avec Stephen Bilbo, ministre des Changements climatiques. Comme vous le savez, notre plan est dû d'ici la fin mars, et donc toutes ces réunions arrivent à point nommé. Donc, pour ce qui est de nos invités distingués aujourd'hui, nous recevons M. DeMarco, qui fera un exposé pour environ 20 minutes. Vous pouvez avoir accès à l'interprétation, tout comme pour les réunions du Sénat de notre comité. Ensuite, le sénateur Couture organisera une séance de questions-réponses. Donc, chers collègues, aujourd'hui, nous sommes très choyés d'avoir M. Jerry DeMarco, qui est joint par Kimberly Leach, James McKenzie et Elsa DaCosta. M. DeMarco a assumé le rôle de ministre de commissaire à l'environnement et au développement durable il y a un an. Il a toujours été intéressé par l'environnement. Il a 25 ans d'expérience dans le domaine. Il est donc un des principaux experts canadiens en matière de politique environnementale. Avant de se joindre au bureau du vérificateur général, il était commissaire à l'environnement et vérificateur général adjoint pour le bureau du vérificateur de l'Ontario de 2019 à 2021, juste avant qu'il vienne au fédéral. Monsieur DeMarco est membre de la Société juridique de l'Ontario, notamment. Monsieur DeMarco, grâce à vous, je vous remercie, ainsi que vos collègues, et je vous cède la parole. Merci. Je vous remercie pour cette superbe présentation, sénatrice. Et je vous remercie au nom du BVG qui se situe sur les terrains non cédés des Algonquins des Anishinabés. Nous sommes heureux de prendre la parole aujourd'hui sur deux de nos récents rapports sur les changements climatiques. Donc, merci à quiconque gère l'exposé. C'est toujours une bonne idée que quelqu'un d'autre que moi-même fasse changer les diapositives. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive pour voir, pour aller au cœur de l'exposé. Merci beaucoup. Un petit aperçu au cas où vous ne connaissez pas comment nous fonctionnons et quel est notre mandat pour ce qui est de l'environnement et du développement durable.
Je pense que c'est la première fois que nous nous réunissons, donc je vais vous présenter un peu ce que nous faisons. En 1995, il y a environ 30 ans, le Bureau du vérificateur général du Canada a reçu un nouveau mandat lié à l'environnement et au développement durable, ce qui a amené à la création d'un nouveau poste, c'est-à-dire celui du commissaire à l'environnement et développement durable, poste que j'occupe maintenant depuis 1 an et 2-3 jours, comme on vient de le mentionner. D'emblée, le premier commissaire et son personnel ont été intéressés par les changements climatiques et ont mis sur pied des rapports sur différents enjeux au fil des ans. Du côté gauche de l'écran, vous pouvez voir certains des rapports qui ont été déposés, certains qui étaient basés sur les cibles de Kyoto, l'efficacité énergétique et autres. Et au cours des 10 à 11 dernières années, la majorité ou la grande partie de notre travail qui porte sur les enjeux climatiques s'est accru considérablement et ce sera encore la même chose cette année. Donc voici quelques enjeux sur lesquels nous nous sommes penchés au cours des 11 dernières années. En bas à droite, vous pouvez voir des études sur lesquelles nous travaillons actuellement. Tarification carbone, l'hydrogène, infrastructures résilientes et changements climatiques, etc. Et ils seront déposés ce printemps et cet automne. Donc, on a pas mal de choses sur la planche pour ce qui est des changements climatiques. Aujourd'hui, vous vouliez que je mette l'accent sur les leçons retenues. C'est un rapport que nous avons publié en novembre. C'est assez inusité pour nous. Ce n'est pas un rapport d'audit, c'est plutôt une perspective historique des mesures prises par le Canada pour contrer les changements climatiques. Vous pouvez voir la ligne là, du graphique sur l'image à droite qui trace le parcours de 30 ans d'action et malheureusement d'inaction du Canada en matière de changement climatique. Nous avons choisi de jeter un regard rétrospectif, mais aussi tourné vers l'avenir. Ce faisant, nous avons mis l'accent sur les leçons que nous pourrions tirer sur nos rapports d'audit antérieurs, publiés par différents commissaires à l'environnement. C'étaient des experts en la matière et après avoir fait cette recherche sur les anciens rapports et après avoir fait des entrevues, nous avons concentré le tout sur 8 leçons retenues. Bien sûr, on aurait pu en avoir 10 ou 11, mais on a voulu cibler ces 8 leçons qui peuvent avoir des sous-leçons également. Et donc, dans les prochaines minutes, j'aimerais passer sur une leçon par diapositive. Mais auparavant, j'aimerais vous rappeler quelque chose que vous savez tous, bien sûr, puisque les sénateurs eux-mêmes représentent toutes les régions du Canada. Bien sûr, on n'entrera pas dans tous les détails, mais j'aimerais vous présenter sur cette diapositive les changements qui ont déjà lieu en matière de changement climatique. Il y a eu des événements climatiques sévères et bon, qu'il s'agisse du permafrost qui fond dans le Grand Nord, des précipitations intenses comme on a connu sur la côte ouest notamment, des vagues de chaleur, des canicules importantes. Donc, le Canada est un vaste pays et nous constatons que ces différents éléments affectent les différentes régions du Canada, que ce soit de la sécheresse ou des plus abondantes. Ce sont des risques différents, mais ces risques ont en fait
vu le jour ou se sont produits récemment au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, c'est le même tableau qu'on voit sur la première page du rapport. Ce n'est pas une bonne nouvelle. À la fin des années 80, il y avait la conférence de Toronto sur l'atmosphère, un rôle de leadership en 1992 avec la conférence Rio. On a encouragé aux nations industrialisées d'adhérer aux accords qui ont été adoptés à Rio. Nous étions un chef de file à ce moment-là, c'était clair. Je viens d'entendre un son. Intervention. Je pense que quelqu'un ne sait pas que son micro est allumé. Veuillez vous mettre en sourdine. So, thank you, Senator. Merci, sénatrice Coyle. Donc, comme je l'ai dit, pour encourager les autres nations industrialisées de prendre le sujet au sérieux, le Canada était un leader. Pour les résultats sur le terrain ou dans l'atmosphère, ce n'était pas une bonne nouvelle. Les engagements du Canada de stabiliser et ensuite réduire les émissions, bien, ces cibles et ces plans qui étaient censés nous donner une courbe qui descendait vers la droite, mais plutôt elle monte. Donc, nous montons l'ascenseur avec les émissions plutôt que descendre. Selon nos engagements et nos accords mondiaux sous le cadre de l'ONU sur les changements climatiques. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Si la cible de Canada pour 2030 était sur cette carte, si le tableau allait un peu plus loin à droite, ce serait un peu plus bas, ce serait aux 400. On est dans les 700. Donc, il y a énormément de travail à faire parce qu'on va dans la mauvaise direction depuis longtemps. Prochaine diapositive. On commence à arriver aux leçons apprises. Je pense qu'on en a manqué une. Il devrait y avoir une diapositive sur les leçons. Ah, bien, je parlerai de la leçon numéro 1, malgré le fait que ce n'est pas l'écran pour vous. Leçon numéro 1. Un leadership et une coordination plus efficaces sont nécessaires pour faire progresser les engagements envers la lutte contre les changements climatiques. Les changements climatiques ne connaissent pas de frontières. Pour s'attaquer à la crise climatique, il faut le leadership et la coordination de tous les niveaux de gouvernement. Local, autochtone, territorial, fédéral, provincial et partout dans le monde. Pour tous les pays qui participent au cadre de l'ONU sur les changements climatiques, le leadership est un élément clé. Et la leçon que nous avons mise dans le rapport, c'est comment mieux garantir que le gouvernement fédéral s'assurera que les ministères responsables au premier chef de la gestion des changements climatiques reçoivent les ressources et les pouvoirs dont ils ont besoin pour offrir un leadership. Et pour dépolariser le débat, comme aujourd'hui avec des sénateurs de partout au pays qui examinent la question de manière non partisane, qui se réunissent pour trouver des solutions plutôt que polariser le débat davantage. Donc, un excellent travail par ceux qui ont développé ce groupe pour bâtir des ponts entre les régions du Canada alors que nous travaillons ensemble pour nous attaquer à la crise climatique. Donc, leadership, c'est la leçon numéro 1. Maintenant, la leçon numéro 2 que vous voyez déjà à l'écran. On en a parlé à des audiences de comité de la Chambre des communes. L'économie canadienne reste tributaire de secteurs qui rejettent de grandes quantités d'émissions. Ce n'est pas une grande surprise. Nous le savons déjà. Le monde passe
a un avenir avec moins de carbone, mais le Canada a beaucoup de ressources naturelles, des ressources renouvelables et non renouvelables. Le Canada doit participer à cette transition pour moins dépendre de secteurs qui produisent de grandes quantités d'émissions. L'interprète note que la qualité de l'audio est faible et ne permet pas une interprétation idéale. Donc, il y a des défis pour différentes régions du Canada qui dépendent des secteurs avec de grandes quantités d'émissions qui auront besoin d'une transition vers un avenir net zéro. Maintenant, leçon numéro 3. Ah, la leçon numéro 1 qui n'était pas dans le bon ordre. Maintenant, leçon numéro 3. Voilà. Il y avait les diapositives ont changé d'ordre. Mais voilà, la leçon numéro 3. Les mesures d'adaptation doivent être priorisées. Il faut aussi réduire les effets, mais aussi miser sur des mesures d'adaptation puisqu'il n'y a pas eu suffisamment d'efforts de médication. Et donc, il faut parler d'adaptation puisqu'il y a des sécheresses, des inondations, des canicules, des feux de forêt, des tempêtes, etc. Donc, il faut avoir des mesures d'adaptation puisqu'il y a des effets de longue durée. Il y a une accumulation de gaz à effet de serre. Je devrais vous dire que ce rapport est pour les parlementaires. Donc, on vous suggère des questions que vous pouvez poser au Sénat ou au comité ou dans d'autres forums. Vous pouvez poser ces questions, d'autres questions que vous voulez poser aux fonctionnaires fédéraux, aux intervenants. Comment dépasser ces obstacles qui entravent le progrès. Donc, il y en a 3, 4 ou 5 pour chaque leçon. On les voit sur toutes les diapositives. Ici, comment le gouvernement peut-il mieux intégrer les points de vue locaux et communautaires dans les actions et la planification en faveur de mesures d'adaptation fédérale? Les communautés sont sur le terrain pour voir les impacts des changements climatiques. Donc voilà la leçon numéro 3, l'adaptation. Leçon numéro 4. C'est le côté économique. Les changements climatiques menacent non seulement l'environnement, mais aussi les marchés financiers et l'économie en général. On pourrait être laissé pour compte si on n'embarque pas rapidement avec la réorientation des financements climatiques. Et d'après la présentation aujourd'hui, j'ai entendu que M. Carney viendra vous parler de cet enjeu. Je ne vais pas entrer dans les détails puisqu'un expert viendra vous en parler, mais c'est un enjeu clé. On le mentionne dans la nouvelle loi Net Zero pour les exigences pour la ministre des Finances qui doit faire rapport sur des risques et des occasions liées au climat. Et c'est aussi dans les lettres de mandat pour le ministre de l'Environnement pour la divulgation des risques climatiques. Donc, voilà la leçon numéro 4. Leçon numéro 5, diapositive suivante. Sensibiliser le public. J'ai un certain optimisme pour cet enjeu. C'est bien la santé de notre planète. J'ai un certain optimisme pour faire des progrès puisque le public est de plus en plus sensibilisé comparativement à 1988 quand le Canada a tenu une conférence en 1990 avec le plan vert ou le 92 avec la conférence Rio. La sensibilisation du public peut toujours être améliorée
c'est cette leçon, mais ça s'améliore depuis longtemps maintenant. Et alors que nous faisons plus de progrès suite à la pandémie, je pense qu'on va parler du climat encore plus, comme ça l'était avant la COVID. Ce n'est pas qu'on n'en parle pas maintenant, mais la pandémie, ça a été vraiment dans les nouvelles depuis longtemps. Donc, accroître la sensibilisation du public à la problématique des changements climatiques est essentiel pour progresser. Plus les gens comprennent le défi, plus il y aura d'appui pour des actions gouvernementales et des actions individuelles pour passer à un avenir qui tient compte des changements climatiques. Donc, ça, c'est la 5e leçon. 6e leçon maintenant. Je ne sais pas si c'est une leçon ou simplement une description de ce qui s'est passé pendant 30 ans. C'est la mauvaise nouvelle. On ne manque pas de cibles, de plans ou d'accords internationaux, mais au Canada surtout, les émissions augmentent. C'est le même tableau, mais présenté différemment. Avec le temps, quand on monte l'axe Y, les émissions montent sur l'axe des X. C'est un infographique disponible sur notre site web. Donc, les cibles climatiques n'ont pas de plan fort. Tous les plans présentés comme pays semblent s'additionner pour arriver à une cible, mais le contenu n'a pas été suffisant pour rencontrer ces cibles. Et la mise en œuvre n'a pas été pas au degré nécessaire pour rencontrer les cibles. Et bien, dans notre cas, on va dans la direction opposée. Comme je vous l'ai dit, pour les émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation de 20% par rapport à 1990. 2019, c'est l'année la plus récente pour laquelle nous avons des données. Donc, il faut que les cibles climatiques soient appuyées par des plans solides ou des actions. C'est une leçon simple, mais qui n'a pas encore été apprise au Canada. Leçon numéro 7. C'est une plus grande collaboration entre toutes les parties prenantes pour trouver des solutions au changement climatique. Cette réunion en est un exemple. Je suis heureux de participer à vos discussions pour ce groupe de travail au Sénat. Il faut plus de collaboration entre tous les acteurs pour trouver des solutions à tous les niveaux du gouvernement et tous les gouvernements du monde, les communautés locales, les groupes autochtones, la société civile, les provinces et le secteur privé. En ce qui a trait au secteur des finances, tout le monde va devoir travailler ensemble pour s'attaquer au plus grand défi de la planète, les changements climatiques. Leçon numéro 8 est une leçon difficile pour les gouvernements. Il y a beaucoup d'incitatifs pour des plans à court terme pour les gouvernements, mais les changements climatiques constituent une crise intergénérationnelle. L'équité, la pauvreté, etc., souvent ce sont des enjeux intergénérationnels. Et le gouvernement et le secteur privé pensent souvent à des résultats à plus court terme, mais même les résultats à court terme pour nos cibles en changement climatique n'ont pas porté fruit, mais ici, nous voulons nous concentrer sur comment est-ce que le gouvernement fédéral peut être redevable pour des questions à long terme comme les changements climatiques. Nos structures ne sont pas bien établies pour penser même à une génération, sans penser à plusieurs générations. Sinon,
on repousse à nos enfants, à nos petits-enfants et à leurs enfants ce problème. Les personnes qui ne sont pas encore nées ne peuvent pas se défendre ou n'ont aucun mot à dire pour ce qui est du patrimoine ou de l'héritage que nous leur laisserons. Donc, si on veut être équitable envers les prochaines générations, il faut mieux se pencher sur ces questions à long terme comme les changements climatiques et la biodiversité. Et comme on l'a constaté dans des notes, il faut aussi songer aux jeunes d'aujourd'hui. On ne peut pas parler aux générations futures parce qu'elles ne sont pas encore nées, mais nous avons quand même des liens avec les jeunes générations d'aujourd'hui. Et on constate partout dans le monde que ces jeunes cherchent des façons de protester et de se faire entendre. Il faut trouver des moyens de les entendre et de régler cette crise intergénérationnelle. Le tout est lié au développement économique et au développement viable. C'est une question, un problème intergénérationnel. Et il faudra donc établir des processus qui en tiennent compte. Voilà donc essentiellement les 8 leçons retenues. Maintenant, j'aimerais passer rapidement à travers les dernières diapos parce que vous vouliez qu'on parle aussi d'un autre rapport qui est un produit assez typique de ce que nous faisons habituellement, c'est-à-dire un rapport sur le Fonds de réduction des émissions géré par Ressources naturelles Canada. Ce programme visait à réduire les émissions de méthane dans le secteur gazier. Nous voulions voir si il s'agissait d'un bon programme et qui permettait de réduire les gaz à effet de serre ou les GES. Si vous voulez des détails sur ce programme, n'hésitez pas. Je ne veux pas passer trop de temps sur l'exposé parce que je vais être en mesure de répondre à vos questions. Donc, on peut poursuivre. À la diapositive, la 17, vous mettez la charrue devant les bœufs, mais voilà plutôt le nouveau mandat que nous avons reçu en juin 2020 sous la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Nous allons donc faire rapport sur les mesures du gouvernement à cet égard, au moins aux 5 ans et peut-être plus fréquemment. Voilà donc ce qui vient et nous allons voir quelles seront nos options face à ce nouveau mandat. Et puis, oui, la dernière diapositive, merci et question. Quiconque facilitera la séance de questions et réponses peut maintenant prendre la relève et vous pourrez gérer les questions. Moi, je me réjouis à l'avance de répondre à vos questions à l'aide de mon équipe que je vous ai présentée au début. Ici le sénateur Couture. Merci infiniment, Monsieur Demarco. C'était une séance très riche en informations. Nous sommes très chanceux que vous et votre équipe fassiez ce travail très important. Vous nous orientez vers la bonne voie, mais vous nous aidez aussi à constater qu'il y a eu davantage d'échecs que de réussites dans ce domaine au fil des ans. J'ai 2 sénateurs qui veulent intervenir, Galvez et McFedren. Donc, si les gens veulent intervenir, veuillez lever la main. Sénatrice Griffin, sénateur Griffin, vous levez la main aussi? Donc, nous allons procéder dans l'ordre que j'ai présenté. Il y a la sénatrice Marshall aussi qui lève la main là. Ah, je sais qu'on se ressemble. Hein? Vous avez la même taille. Donc, je suis désolé, ce sera ensuite la sénatrice Marshall.
Mettez vos noms dans le chat aussi. Je pense que ce sera plus facile pour moi. Donc, Mary Lou, sénatrice McFedrin. Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur DeMarco, à vous et à votre équipe. Et à mes collègues aussi pour organiser cette séance d'information. J'ai été vraiment intéressé par l'accent sur la participation des jeunes. J'ai des choses à dire et ensuite j'ai une question à poser. J'ai un groupe consultatif des jeunes qui collaborent avec moi depuis plus de 5 ans maintenant. Et donc, ces conseillers, ce groupe a établi son propre comité ou groupe sur la justice climatique. Et il travaille de près avec d'autres jeunes organisations qui mettent l'accent sur le développement durable et les questions touchant l'environnement. Je pense que vous avez mentionné un des objectifs comme étant justement la participation des jeunes. Y a-t-il un programme bien particulier là-dessus dont je pourrais parler à mes conseillers jeunesse, justement, vers lesquels ils pourraient se tourner? Oui, merci pour cette question, sénatrice. C'est une question importante et qui me tient à cœur. J'ai aussi un groupe consultatif de jeunes et ce sont mes 2 filles, en fait, qui me rappellent très souvent leur frustration, la frustration des jeunes quant à l'héritage que nous allons leur laisser en matière d'environnement. Et ce que je trouve très intéressant, après avoir discuté avec elles et d'autres jeunes, c'est qu'elles n'attendent pas que des structures soient mises en place avant d'agir. Vous avez pris l'initiative de mettre sur pied ce groupe consultatif, mais la plupart des jeunes s'organisent eux-mêmes. Je suis quand même étonné du nombre d'organisations jeunesse qui a vu le jour au cours de la dernière journée. C'est quand même positif, mais il y a un aspect négatif parce que là, on se rend compte que les générations plus âgées n'ont pas intégré les générations montantes dans leurs activités. Donc, il est important que les jeunes soient entendus, mais il ne faut pas trop gérer ou surgérer, si l'on veut, ces mouvements. Je pense qu'ils doivent prendre la parole. Bon, ce n'est pas une réponse tout à fait complète, mais tout dépend des secteurs. À savoir s'il y a déjà des organisations jeunesse qui ont été mises sur pied ou qui ont reçu des mandats pour prendre la parole sur les enjeux. Mais si je songe à l'évolution des Nations Unies, moi, quand j'étais à l'université, j'étais un jeune à la Convention de Rio en 1982. Je figurais parmi les jeunes, même si je n'étais pas le plus jeune. Et quand on songe aux conférences des Nations Unies, aux conférences parallèles, les jeunes sont présents. Et bien souvent, elles ne sont pas très... leur message n'est pas très positif. Ils sont fâchés. Et il est bien d'avoir des moyens de les entendre directement. Et ma question comportait un volet auquel vous n'avez pas répondu. J'aimerais savoir si vous, avec les ressources dont vous disposez, avez-vous utilisé ces ressources pour tracer la voie, justement, pour les jeunes et pour qu'ils puissent participer? Ah, ça, c'est une réponse, une question intéressante et je suis désolé si je n'y ai pas répondu. En tant que nouveau, voilà, commissaire plutôt, je songeais justement à peut-être mettre sur pied mon propre groupe consultatif et ne pas uniquement me fier sur l'organisation interne. D'anciens commissaires avaient mis sur pied un genre de panel ou de groupe consultatif.
Et au fil des ans, ce groupe a été démantelé. Donc, peut-être qu'en plus des conseillers habituels, j'aimerais justement intégrer les jeunes dans cette infrastructure. Je n'en ai pas à l'heure actuelle parce que je veux bien faire les choses et non pas aller à la va-vite, mais j'y songe. Donc, justement, n'hésitez pas à vous tourner vers mes conseillers jeunesse et ils vont pouvoir passer la bonne nouvelle quand vous aurez cette structure d'établie. Oui, merci beaucoup. Je pourrais me tourner vers eux pour trouver des conseillers jeunesse. Merci beaucoup. Maintenant, la sénatrice Galvez. Merci beaucoup, Monsieur Di Marco, pour l'excellent travail que vous faites. Je suis vraiment d'accord avec les 8 leçons que vous avez retenues au terme de votre étude de la situation. J'aimerais parler du fait que vous avez une vue qui chapeaute toute la question et vous pouvez voir les liens que les gens sur le terrain ne perçoivent peut-être pas. Donc, vous avez probablement conclu que l'une des raisons pour laquelle on n'atteint pas les cibles, c'est que nous agissons en silo ou dans des tours d'ivoire. Peut-être pourrez-vous nous aider à créer les liens, à faire les liens, surtout en ce qui a trait au financement pour assainir l'environnement ou lutter contre les effets de serre. Quelles sont les données scientifiques en matière de climat? Habituellement, le tout est appuyé par des données scientifiques fiables. Vous avez dit qu'en politique, on songe surtout au court terme, mais quand vous vous adressez à nous, n'oubliez pas que nous sommes des sénateurs et que nous avons plutôt tendance à voir le long terme. Et donc, on peut mettre davantage l'accent sur les choses qui vous préoccupent. Je vous remercie. Merci à vous. Je pense que les sénateurs, justement, ont un rôle institutionnel important à jouer pour ce qui est de faire valoir les intérêts des personnes ou des régions qu'on n'écoute pas toujours forcément. Donc, en tant qu'institution, le Sénat est très bien placé pour jouer ce rôle et pour prendre la parole ou donner la parole à ceux qui ne l'ont pas et aussi pour tenir compte des prochaines générations. Pour ce qui est du rôle de la science que vous avez soulevé, cela fait partie des leçons numéro 4, numéro 5 plutôt. Il faut établir des leçons axées sur les données scientifiques. Mais j'ai été surpris par ce que quelqu'un a dit l'an dernier, à savoir que on se fatigue de toujours réitérer les données scientifiques. Et bien sûr, c'est frustrant parce que les choses ne semblent pas s'améliorer. Et je comprends très bien la situation. Mais bien sûr, il faut se baser sur la science. Mais le déséquilibre carbone de la planète, on ne s'y est pas penché. Et il y a donc des frustrations qui émanent à cet égard. Et donc, la science est une source qui nous permet de nous orienter. Ce n'est pas la seule source. Elle est importante, néanmoins. Et il faut être en mesure d'échanger des données qui puissent informer tout le monde. À ce jour, nous avons suffisamment de données scientifiques pour agir. Ce n'est pas comme lors de la conférence de Toronto, il y a des mesures que nous pouvons prendre et qui sont axées sur la science. Merci beaucoup, sénateur
Marshall et ensuite la Freda. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur DeMarco. Votre exposé était vraiment bien planifié. Excellent. Moi, je me pense sur les technologies vertes. Je ne sais pas si vous êtes un expert. Pensez-vous que les technologies vertes ont été développées euh, suffisamment pour nous permettre d'atteindre nos objectifs de réduction des émissions? Moi, je suis de Terre-Neuve et Labrador. Je suis toujours intéressé par la question de la sécurité énergétique. Et quand je regarde par la fenêtre, aujourd'hui, je constate que nous avons euh, une tempête de verglas. Pensez-vous que les technologies vertes ont été suffisamment développées pour nous permettre d'atteindre nos cibles? Parce que ça ne s'est pas produit par le passé. Est-ce que cela correspond à votre mandat ou avez-vous des observations là-dessus? Oui, c'est une excellente question. La transition vers la carboneutralité nécessite des innovations techniques et le gouvernement a un rôle important à jouer à cet égard. Dans certaines réunions de comité cette semaine sur le fonds de réduction des GS ou autres, on voit que les gens sont un peu frustrés par les montants importants qui sont qui vont aux pétrolières en matière de subventions. Parce que si ces énergies vertes peuvent être utiles, on ne peut pas en fait fermer la lumière sur un type de technologie avant que l'autre ne soit aussi mis au point. Je ne sais pas si le tout suffit pour que l'on atteigne nos cibles 2023. Je ne peux pas prévoir l'avenir, mais je pense qu'il faut investir dans la recherche et le développement. Il y a bien sûr des technologies récentes très prometteuses, mais ça ne suffit pas encore. C'est pourquoi la transition vers la carboneutralité peut durer des dizaines d'années. Donc, oui, il y a un rôle pour ces technologies dans la transition verte et dans l'administration de ces technologies. C'est tout à fait important. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. Le sénateur Lafreda. Merci, Monsieur DeMarco. J'ai lu récemment des articles dans le Wall Street Journal et il y a 4 mesures apparemment nécessaires pour que nous atteignions nos cibles mondiales. Alors, sur quoi devrions-nous mettre d'abord l'accent? Bien sûr, c'est un défi énorme. La première, c'est l'action du gouvernement pour que les gens n'exploitent plus le pétrole, le gaz naturel. Il y a aussi, on peut forcer les actionnaires de ces grandes compagnies pour qu'ils laissent le pétrole. 3, les nouvelles technologies seraient aussi une solution. Et 4, bien sûr, ce serait de consommer moins grâce à des taxes qui seraient imposées. Et le Wall Street Journal a présenté un autre élément et on disait qu'il fallait 131 trillions de dollars qu'il fallait investir pour réduire les GES et l'économie mondiale n'arrive même pas à ce montant. Donc, à quel endroit devrions-nous mettre l'accent pour apporter des changements? Sorry, my mute button. Désolé, j'étais en sourdine. Vous m'entendez maintenant? Donc, où commencer? C'est presque accablant et c'est un défi mondial. Donc, ce n'est pas surprenant que c'est un peu accablant. Mais si tout le monde fait sa part, nous pouvons y arriver. Vous avez parlé du coût de la transition. Parfois, il nous semble peut-être que c'est un effort trop grand.
On veut peut-être simplement être satisfait du statu quo. Mais j'aime rappeler les gens qu'il n'y a plus d'alternative. Si nous ne faisons rien, les coûts d'inaction vont probablement dépasser les coûts d'une transition juste. Donc, on le voit au Canada, le coût de l'inaction avec des inondations, des feux de forêt, etc. Donc, est-ce qu'on passe à une planète de plus en plus chaude? Est-ce qu'on passe par une transition très difficile avec des désastres liés au climat, des grandes migrations dues au climat? Ou est-ce qu'on investit dans ces transitions vers une économie net zéro? C'est un énorme défi, mais il n'y a aucune alternative. Si on ne fait rien, il y a une autre alternative qui est tout aussi difficile. Donc, Madame Dacosta, je pense que vous avez un exemple d'une politique pratique, d'une approche pratique qui pourrait nous aider pour coordonner les efforts. Donc, Madame Dacosta. Merci. J'aimerais vous dire que nous sommes tous d'accord. Il faut lutter contre les changements climatiques, peu importe les défis. Il faut voir les défis qui nous attendent pour vraiment y répondre. Oui, merci. Madame Dacosta, voulez-vous parler de la question d'énergie nationale? Merci, Jerry. Je veux dire qu'on essaie de présenter ces enjeux dans le rapport. On parle de la possibilité d'avoir une stratégie nationale pour l'énergie ou une approche. Il y a des questions de compétences. Certaines provinces sont responsables de leur énergie, mais on pourrait clarifier la voie à suivre, les priorités du gouvernement au niveau national pour faciliter la transition. Comme quelqu'un l'a dit pendant le test de son, avant la présentation officielle, il nous faut de l'électricité fiable. Un réseau fiable, c'est un élément clé pour cette transition juste. Il faut régler les questions d'ordre de compétences ici au Canada et ailleurs. C'est à moi, donc merci beaucoup. Et mon collègue, la sénatrice Cordy, vous avez la parole. Merci, M. DeMarco. C'était une présentation excellente. J'étais ravie de voir la leçon numéro 7, accroître la collaboration, puisque Stan et Mary travaillent très fort pour assurer que tout le monde au Sénat est inclus dans leur présentation spéciale. C'était une excellente présentation de votre part. Ma question, c'est pour la leçon numéro 2. L'économie canadienne reste tributaire de secteurs qui rejettent de grandes quantités d'émissions. J'ai grandi au Cap-Breton, il y avait des mines de charbon, il y avait des usines d'acier, on voyait la pollution qui sortait. Et les bassins où on essayait de ne pas respirer en traversant le pont. Ma fille m'a dit, vous ne pensez pas qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Et j'ai dit, c'était comme ça que c'était. Donc, le Canada fait une promesse d'éliminer des subventions pour les carburants fossiles. J'ai participé au comité de l'énergie et les projets de loi, bien, c'est toujours un défi. La sénatrice Galvez était présidente du comité quand j'y ai participé. C'est difficile de faire passer les choses puisqu'on change le message. Donc, on promet d'éliminer les subventions pour les combustibles fossiles. Et donc, maintenant, on pense que le gouvernement interdit l'industrie de combustibles fossiles. Et c'est facile de changer un mot ou deux et les Canadiens ne prêtent pas d'attention très assidûment. Ils écoutent les voix les plus fortes. Donc, il nous faut beaucoup d'investissements. La sénatrice Marshall en a parlé pour les technologies les plus récentes pour réduire les carburants fossiles. En Nouvelle-Écosse, beaucoup de personnes
utilise du solaire, de l'éolienne. Et il y a un mois, on a dit que ceux qui utilisent de l'énergie solaire vont devoir payer plus. Ils ont reculé, mais bien, en tout cas, ils vont attendre plus longtemps. Mais ce type de décision par le gouvernement, que ce soit au fédéral ou au provincial, nuisent vraiment à ceux qui essaient de prendre des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour l'environnement. Obama a dit que nous sommes la première génération à y faire face, mais si nous ne faisons rien, nous serons la dernière génération qui est incapable de faire une différence. Nous sommes cette première et dernière génération. Donc, comment surmonter ces obstacles? Je pense que le public en Nouvelle-Écosse, bien, il y avait un vrai tollé que la compagnie d'énergie a reculé. Mais ce sont les réalités qu'on connaît dans nos communautés. Excellente question. Merci pour vos compliments pour la présentation. Je ne peux pas prendre le crédit. J'ai présenté la présentation, mais mes collègues ont collaboré pour produire la présentation. Donc, merci beaucoup à mes collègues. J'ai le plaisir de présenter beaucoup de renseignements qu'ils préparent. Donc, pour l'enjeu des subventions pour les combustibles fossiles, ma collègue pourrait peut-être vous en parler davantage. Elle a fait beaucoup de travail à cet égard. Donc, peut-être que Kim va compléter ma réponse. Je pense qu'une des réponses est incluse bien cette difficulté d'équilibrer la leçon numéro 2 et la leçon numéro 8 sur la perspective à long terme. Il faut avoir un plan pour ce faire. Nous avons une vérification de transition juste pour voir quels sont les impacts positifs en ce qui a trait aux mesures liées au charbon. On élimine graduellement le charbon et on passe à des industries à plus faible émission ou zéro émission. On ne veut pas laisser des régions ou des communautés pour compte. Ah, vous dépendiez de telles ressources et vous n'avez plus de chance maintenant dans cet avenir. Il faut avoir une transition juste. Le gouvernement est très capable de le faire, d'adresser les disparités régionales qui pourraient se produire si c'était une transition abrupte. Donc, voilà notre meilleur espoir, que le gouvernement passe à l'action pour une transition juste. Plutôt d'adopter une approche plus darwinienne, qui ne serait équitable pour personne, qui ne reflèterait pas nos engagements de laisser personne pour compte. Et l'agenda de 2030 de l'ONU. Donc, voilà quelques suggestions. Ça ne sera pas facile, mais il y a déjà eu des transitions par le passé avec le charbon. Je viens du sud-ouest de l'Ontario. On produisait auparavant du pétrole. Nous avons toujours des villes qui sont nommées pour cette ère. Il y a un tout petit peu de production maintenant, mais presque pas. On est passé à d'autres industries. Désolée, je vais devoir vous arrêter. Nous manquons de temps. Peut-être qu'on pourra parler plus tard et continuer cette conversation. Oui, je vais simplement conclure la réunion et dire merci beaucoup à M. DeMarco et à votre équipe pour l'excellente présentation, pour le travail que vous faites. Merci aussi à nos équipes, notre personnel Liliane, Jeff Mays, Sarah Marquis, Amy et Megan et Lauren dans le bureau de Stan, les interprètes et les techniciens, les gens qui devaient traverser le centre-ville et tout ce qui passe là-bas. Donc, j'aimerais vraiment leur remercier
et merci à tous nos collègues et votre personnel. Nous apprenons ensemble pour être capables de mieux aborder cet enjeu essentiel par le biais de nos emplois et en tant que citoyens du Canada. Notre prochain événement sera le 23 février avec Catherine Hale qui parle de la polarisation, qui parle de surmonter la polarisation. Donc, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine quand le Sénat siège. Bonne journée, bonne fin de semaine et merci encore à M. DeMarco et à son équipe. Au revoir.